tous, je travaille sur les impacts de scénarios sylvicoles d'intensité croissante sur la composition, la structure et la production de bois dans des peuplements qui sont situés dans la sapinière à Bouleau-Blanc. Donc vous n'êtes pas sans savoir qu'un nouveau régime forestier est entré en vigueur au Québec en 2013 et que ce régime forestier vise à l'implantation de l'aménagement forestier écosystémique. Cet aménagement écosystémique vise à réduire les écarts entre les attributs des forêts aménagées et ceux des forêts naturelles. Quand on parle d'attributs forestiers, on entend par là la composition et la structure forestière, le bois mort, la matière organique au sol, ainsi que les processus de régénération. Alors comme tout aménagement forestier, l'aménagement forestier écosystémique possède une dimension écologique que je viens de vous exposer, une dimension sociale, mais également une dimension économique. C'est pourquoi l'aménagement écosystémique vise également à l'intensification de la production de bois. Alors quand on parle d'aménagement, on est à l'échelle du territoire. Or, je vous expliquais que je m'intéresse à l'impact de différents scénarios sylvicoles. Donc je travaille dans le domaine de la sylviculture et donc je travaille à l'échelle du peuplement. Or, à l'échelle du peuplement, on ne connaît pas bien les impacts des scénarios sylvicoles sur les attributs forestiers. Et moi, ce qui m'intéressait ici et ce qui fait l'originalité de notre étude, c'est d'étudier sur les mêmes scénarios sylvicoles les impacts des attributs forestiers, mais également l'influence de ces mêmes scénarios sylvicoles sur la production de bois. C'est pourquoi j'ai évalué les impacts de différents scénarios sylvicoles d'intensité croissante sur la composition et la structure, ce sont les deux attributs forestiers que nous avons décidé d'étudier, et j'ai gardé évidemment l'étude de la production de bois. Dans des peuplements qui sont situés dans la sapinière à Bouleau-Blanc, donc ils sont situés au niveau de la croix rouge que vous voyez sur la carte, de l'étoile rouge, pardon, et mes peuplements sont âgés de 20 ans. Donc en quoi consiste mon gradient d'intensité de sylviculture ? Donc mon scénario sylvicole de plus faible intensité, c'est une CPRS, c'est-à-dire une coupe de protection, de régénération et des sols. Cette CPRS va me servir de base pour tous mes scénarios sylvicoles et c'est l'ajout de traitements sylvicoles qui va me permettre d'augmenter mon intensité de sylviculture. Donc, pour un deuxième scénario sylvicole, j'ai une CPRS suivie d'une éclaircie précommerciale, EPC. J'augmente encore l'intensité de sylviculture, j'ai toujours ma CPRS qui est suivie cette fois-ci d'une plantation d'épinettes noires, puis d'un dégagement mécanique. Et enfin, pour mon scénario d'intensité de sylviculture la plus forte, j'ai une CPRS suivie d'une plantation d'épinettes noires et suivie d'un dégagement chimique cette fois-ci. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Québec, à l'heure actuelle, c'est interdit de faire des dégagements chimiques puisque les herbicides sont interdits. Mais il y a 20 ans, ça se faisait encore. Ça se fait toujours dans les autres provinces canadiennes. Et moi, ça m'intéressait donc de garder ce scénario sylvicole-ci, puisque comme je vous le disais, ça se fait dans les autres provinces, et que ça me permet d'avoir un gradient d'intensité de sylviculture plus large et de pouvoir comparer deux scénarios qui sont basés sur des coupes uniquement, avec deux scénarios qui sont basés sur des plantations. Ces scénarios sylvicoles ont été réalisés dans 20 sites qui sont situés dans la forêt de Montmorency. Donc j'ai 5 sites par scénario sylvicole et j'ai également 5 sites qui sont situés dans le parc national de la Jacques-Cartier. Et ces 5 sites en fait sont des peuplements qui sont issus d'une épidémie de tordeuse des bourgeons de l'épinette. Donc tous ces sites, qu'ils soient situés dans la forêt de Montmorency ou dans le parc national de la Jacques-Cartier, sont situés dans la réserve faunique des Laurentides et ont le même historique qui a commencé à diverger il y a une trentaine d'années, puisque dans le parc national de la Jacques-Cartier, à la fin des années 80, début des années 90, on a eu le pic de l'épidémie de tordeuse des bourgeons de l'épinette. Et au même moment, début des années 90, dans la forêt de Montmorency, dans mes sites aménagés, la CPRS a été appliquée. Donc en fait, mes sites qui sont situés dans le parc national de la Jacques-Cartier, ce sont les peuplements les plus naturels que j'ai pu trouver qui sont comparables à mes peuplements aménagés. Et c'est pourquoi ils vont nous servir de référence. Donc sur ces 25 sites, qu'ils soient naturels ou aménagés, en 2009, des inventaires floristiques et dendrométriques ont été réalisés. Et donc,
Par site, j'ai 4 parcelles de 100 m². Sur ces 4 parcelles de 100 m², la densité des arbres a été mesurée, ainsi que le pourcentage de recouvrement des arbustes, des herbacées et de différents groupes taxonomiques comme les sphènes, les bryophytes, les lycopodes, etc. Aux 4 points cardinaux de ces parcelles, des mesures de lumière ont été réalisées. Et enfin, sur 4 parcelles plus petites de 25 m², c'est la densité des gollis qui a été prélevée, qui a été mesurée. Et donc, si on regarde ce que ça donne en termes de composition, pour mes peuplements naturels, si on regarde le ratio feuillu-conifère, si on prend sur 10 arbres, sur 10 individus, on va avoir un feuillu pour 9 conifères. Si on regarde ce même ratio pour la CPRS, la coupe de protection de régénération et des sols, on va avoir 4 feuillus pour 6 conifères. Ensuite, pour la plantation suivie d'un dégagement mécanique, on va avoir ce même ratio, 4 feuillus pour 6 conifères. Et enfin, pour la plantation suivie d'un dégagement chimique, on a un seul feuillu pour 9 conifères. Maintenant, si on regarde toujours la composition, mais cette fois-ci, si on la regarde par le prisme de la diversité, on peut représenter les données ainsi, c'est-à-dire l'abondance relative en fonction du rang des espèces. Donc le rang des espèces, ça indique par exemple pour le rang numéro 1, c'est l'espèce la plus abondante dans notre peuplement. Le rang numéro 2, c'est la deuxième espèce la plus abondante dans notre peuplement. Si on regarde la courbe noire ici pour nos peuplements naturels, on réalise tout de suite que cette courbe a une forme différente des autres et qu'en fait j'ai une espèce qui domine à plus de 80% et que j'ai seulement 4 espèces dans ces peuplements. Ce que l'on remarque aussi, c'est que la courbe en orange, qui représente les données des plantations suivies d'un dégagement mécanique, a une forme totalement différente des autres scénarios sylvicoles. Et en fait, on se rend compte qu'on n'a aucune espèce qui domine, mais que l'abondance relative est plutôt équitablement répartie entre les espèces. Donc en fait, ce peuplement est plus diversifié que mes peuplements naturels. Si maintenant on regarde ce graphique ici dans l'encart, on a la richesse spécifique en fonction de mes différents scénarios sylvicoles. On se rend compte ici, vous avez en vert les données pour les peuplements naturels. On se rend compte que en termes, ici ce sont les données uniquement, ce que je vous présente, c'est uniquement pour les arbres. Donc la richesse spécifique des arbres est plutôt faible dans les peuplements naturels. On se rend compte que les coupes ont une richesse spécifique plus importante que les plantations, que l'éclaircie précommerciale n'a pas d'effet sur la richesse spécifique. Par contre, le type de dégagement a un effet puisque la plantation suivie d'un dégagement mécanique a une richesse spécifique des arbres toujours plus importante que la plantation suivie d'un dégagement chimique. On peut résumer ces résultats ainsi. Vous avez ici la richesse spécifique en fonction de mon intensité de sylviculture. Dans mes contrôles, c'est-à-dire mes peuplements naturels, on peut considérer que mon intensité de sylviculture est nulle. Et pour la diversité des arbres, on se rend compte que cette diversité est maximale pour une intensité de sylviculture intermédiaire. Et donc elle est minimale aux deux extrémités de mon gradient. J'ai la même tendance pour la diversité des gollis, avec une diversité encore plus faible dans mes peuplements naturels. J'ai la même tendance pour la diversité des arbustes, et pour la diversité des herbacées, je n'ai pas de différence selon mes scénarios sylvicoles. Par contre, mes peuplements naturels ont une diversité des herbacées qui est encore plus faible. Donc on se rend compte que dans mes peuplements naturels, c'est là que j'ai la richesse spécifique la plus faible, quelle que soit la couche de végétation étudiée. Et c'est pas étonnant puisqu'on sait que la forêt boréale n'est pas un écosystème connu pour sa richesse spécifique. Ce qui est plus étonnant par contre, c'est de se rendre compte que en termes de diversité, c'est les plantations suivies d'un dégagement chimique qui sont plus proches des peuplements naturels. Or, est-ce que cette diversité est composée des mêmes espèces ? C'est ça vraiment qui va nous intéresser et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Ici, sur ces données, vous avez toutes les espèces qui ont été inventoriées dans nos 25 sites qui sont représentés donc ici. Ici, vous avez mes 25 sites classés forcément par scénario sylvicole, c'est-à-dire donc ici vous avez mes peuplements naturels jusque mes plantations suivies d'un dégagement chimique et donc mon gradient d'intensité de sylviculture est représenté cette fois-ci de façon verticale, du haut vers le bas.
chaque carré représente l'abondance de mon espèce. Si on regarde pour les arbres, ce que l'on constate, c'est que pour le contrôle, on est bien dans la sapinière à bouleau blanc. Il n'y a uniquement que 2 espèces. Donc ici, je regarde les arbres égolis. Et si je vais tout de suite pour regarder dans les plantations, on se rend compte qu'on a beaucoup moins de bouleaux, beaucoup moins de sapins, qu'on a de l'épinette noire, mais c'est normal, on l'a planté, et qu'on a l'apparition ici d'autres espèces comme des saules et le sorbier d'Amérique, qui sont des espèces qui ont besoin de plus de lumière. Ce sont en fait des espèces de début de succession. Ici, si je prends l'exemple comme herbacée de Cornus canadensis, on se rend compte que dans les contrôles et dans la CPRS, cette espèce est présente mais en plus faible abondance et que dès qu'on passe à des scénarios sylvicoles qui impliquent une plus grande lumière dans le sous-bois, eh bien cette espèce explose en abondance. Et en fait, c'est aussi une espèce qui est plutôt une espèce qui a besoin de lumière, une espèce de début de succession. Enfin, si je regarde les poacées, donc c'est un groupe d'espèces, on se rend compte de la même tendance. Cette espèce est faiblement représentée dans nos peuplements naturels et dans la CPRS, puis au fur et à mesure que l'intensité de sylviculture augmente, l'abondance de cette espèce augmente. Et donc au final, on se rend compte que dans les contrôles et dans les CPRS, on a plus des espèces de fin de succession, alors que dans les plantations, on a plus des espèces de début de succession qui ont besoin de plus de lumière, et que dans des scénarios sylvicoles intermédiaires, comme la CPRS plus EPC et la plantation suivie d'un dégagement mécanique, et bien là on va voir les 2 types d'espèces, des espèces de fin de succession et des espèces de début de succession, ce qui explique que la diversité est plus importante pour des scénarios sylvicoles d'intensité de sylviculture intermédiaire. Maintenant, si on regarde un petit peu la structure, vous avez ici donc la distribution des diamètres à hauteur de poitrine. On voit ici pour le contrôle, ici pour mes 2 scénarios sylvicoles basés sur des coupes et ici mes 2 scénarios sylvicoles basés sur des plantations. On se rend compte ici que plus j'augmente mon intensité de sylviculture, moins j'ai d'arbres petits et je commence à voir apparaître de plus en plus d'arbres de diamètre à hauteur de poitrine élevé. Et donc je vois bien le décalage vers la droite de ma distribution des diamètres à hauteur de poitrine. Si je résume ça ainsi, on se rend compte qu'on va passer d'une structure en J inversé pour mes peuplements naturels et mes CPRS à une structure qui est plus régulière pour les plantations. Maintenant, si je regarde pour la production de bois, donc ici je vais considérer tous les conifères. Quand je vous ai présenté la structure, j'avais considéré tous les arbres, qu'ils soient feuillus ou conifères. Donc ici, pour la production de bois, on va se rendre compte que plus on augmente l'intensité de sylviculture, plus la densité de mes conifères diminue, ce qui est logique. Donc j'ai de moins en moins d'arbres, mais qui sont de plus en plus gros. Et donc ça a comme conséquence que je n'ai pas de différence de surface terrière, donc c'est ce que vous voyez ici, il n'y a aucune différence significative. Maintenant, si je regarde la même chose, mais cette fois-ci pour les arbres marchands, c'est-à-dire pour les arbres qui ont un diamètre à hauteur de poitrine supérieur à 9,1 cm. On se rend compte que lorsque j'augmente l'intensité de sylviculture, leur densité augmente, que leur diamètre, on ne voit pas de différence selon le scénario sylvicole, mais j'ai déjà considéré les arbres les plus gros, et ça a comme conséquence que la surface terrière augmente en fonction de l'intensité de sylviculture. Et c'est ce que l'on voit ici. Même si la variabilité reste grande, on voit quand même une tendance qui se dégage avec l'augmentation de la surface terrière en fonction de l'augmentation de mon intensité de sylviculture. Et donc pour conclure, ce que l'on réalise, c'est que les principaux changements de composition et de structure proviennent de la gestion en elle-même. C'est-à-dire qu'on va avoir une distance écologique qui est plus grande entre mes peuplements naturels et le pool de mes peuplements aménagés, qu'entre mes peuplements aménagés entre eux. Maintenant, si je regarde en termes de composition et de structure, ce sont les coupes qui vont être plus proches de mes peuplements naturels que les plantations. Et enfin, si je m'intéresse à la production de bois, ça va être les plantations qui ont une production de bois les plus élevées. Et donc en fait, ces résultats sont importants pour les aménagistes qui vont pouvoir les utiliser afin de
diversifier et de répartir ces différents scénarios sylvicoles dans le territoire qu'ils aménagent afin de répondre aux différents enjeux de l'aménagement écosystémique. Voilà, je vous remercie.